barateli, a chekain, a no kain. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyogote nyogomanda andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma, songo tamatemedia. Songo tamatemedia. Andi baratelima, telima, wadaka di tro. Sojo na la fiera, pendirike na la fiera. Ibe om nanani here, Malion severa. Andu intérieur, indox, andu extérieur, exdox, songo tamatemedia do. Ani si mankol, apara no kanyine, abeja teliala, abika so nuya, songo tamatemedia. Bara no kanyi, ibi om bara no kanyi. Sogo no tani kene mata, abara no kanyi. Ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om. Cabale médiatique ou matraquage médiatique, vous n'êtes pas sans savoir, depuis quelque temps, les médias francophones décrivent la crise malienne comme étant à son paroxysme et les commentaires vont bon train pour comprendre le narratif. Ce soir, nous posons le débat sur cet intérêt soudain pour certains pour la crise malienne. Et pour poser le débat, je suis en compagnie des acteurs de médias, des hommes de médias aguerris pour parler de ce sujet qui intéresse plus d'un dans la vie de cette nation. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Advance TV. Nous allons commencer par la présentation, bien évidemment, à ma droite et à votre gauche, à la gauche de votre écran. J'ai envie de dire, nous avons le président de la Maison de la Presse, M. Bandjougou Danté. Bonsoir, M. Danté. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Et à ma gauche, nous avons l'homme de médias, le journaliste aguerri qui n'est plus à présenter, l'ancien directeur général de l'URTM, M. Salif Sanogo. Bonsoir à M. Sanogo. Bonsoir Hassan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Sans toute autre forme de transition, M. Danté, nous parlons d'une crise malienne qui est décrite comme étant à son paroxysme par certains médias. Comment comprendre cet intérêt que certains qualifient de soudain pour la crise malienne des médias étrangers? Nous vous remercions beaucoup pour cette nouvelle opportunité que vous nous offrez de parler de la situation actuelle de notre pays. Dans votre présentation, vous avez dit des médias francophones. Il faut lever l'équivoque. Il y a beaucoup de médias francophones. Il y a des médias français qui ont commencé à s'intéresser beaucoup à l'actualité malienne. C'est vrai, il y a des médias français qui, en réalité, ont une grande audience, ont une présence historique en Afrique. On peut les citer, hein? Pendant longtemps, on a connu TV5, on a connu RFI, on a connu France 24. Malheureusement, ces chaînes qui n'émettent plus chez nous. Mais il y a certaines chaînes françaises qui, en réalité, ont leur public ailleurs. Mais nous avons été surpris ces derniers temps de voir une coordination d'action médiatique des médias qui, traditionnellement, s'intéressaient à l'Afrique, singulièrement au Mali, et des médias qui, hier, ne s'intéressaient même pas à l'Afrique en général, et plus précisément au Mali. Nous n'avons pas compris, et tout s'est passé pendant une période relativement courte, une semaine, comme si il y a un ordre de mission qui a été envoyé à l'ensemble des médias français pour s'attaquer à un pays dans le but d'atteindre un objectif. Parce que cette coordination a consisté d'abord à parler de la situation sécuritaire du pays, à présenter le pays comme étant un pays qui est au bord du précipice, et ensuite on a présenté la situation
comme si c'est une situation qui est provoquée par nous-mêmes, parce que nous aurions refusé une collaboration avec le monde extérieur, et plus précisément avec la France, et que nous payons effectivement les conséquences du départ de la France. Voilà comment la situation a été présentée. Alors, M. Sanogo, toujours dans la même logique, hein, on voit que cet intérêt est apparu en 6 laps de temps, en une semaine top chrono, M. Danté l'a dit. Mais comment est-ce que ces médias sont arrivés à cela? Pourquoi et quel est le but de chercher selon vous? Bon, moi, je pense que c'est très simple. Vous savez, dans le monde des médias, souvent, actuellement, au Mali, il n'y a pratiquement aucun média français qui est représenté. Il n'y a pas de correspondant présent sur le terrain. Or, un journaliste, il faut qu'il soit sur le terrain pour pouvoir rendre compte. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une agence de presse, qui est une agence de presse française, qui a balancé, dans le terme journalistique, une information, et c'est fait à dessein. Et maintenant, cette dépêche, généralement, les rédactions sont alimentées par les dépêches d'agence. Cette agence a fait une dépêche, et l'agence n'a pas de correspondant présent au Mali, mais a des correspondants à Dakar. Et à partir de Dakar, ils appellent des gens sur le terrain pour faire une dépêche, mais ils n'ont pas vu, ils n'ont pas de source vérifiée en tant que telle. Ils envoient ça dans les grandes rédactions et ces rédactions également reprennent en boucle, donc comme dans une belle symphonie. Et c'est là où le problème est parti. Dépêche d'agence et toutes les rédactions qui se mettent en branle. Donc quelque part, même si ce n'est pas orchestré, on se dit quand même le timing fait bizarre. Et surtout qu'on disait que Bamako était sur le point de tomber. Bon, quand on donne ce genre d'informations et qu'on n'a pas de source fiable sur le terrain, on doit s'abstenir. Il aurait fallu peut-être utiliser le conditionnel, mais ils ont été affirmatifs. Or, on s'est dit en ce moment de quel type d'informations et de tel type d'informations ils ont bénéficié, alors que nous qui sommes là, on n'a pas ces informations et on ne vit pas les mêmes réalités. La question reste posée. Monsieur Danté, toujours parlant de but recherché pour certains, il s'agit de préparer le subconscient, les mentalités à une probable action. Quelle est votre lecture de la situation? En réalité, moi, je dissocie ce qui s'est passé à une erreur professionnelle. Ce n'est pas une erreur professionnelle à mon avis. Quand on essaye de voir les différentes informations qui ont été données par certaines ambassades, dont les représentants ne sont même pas au Mali depuis un certain temps. Ces ambassades ont invité leurs ressortissants à quitter le pays. Au même moment, on a commencé par alimenter les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, le monde il est tellement ouvert que si réellement l'information qui est donnée avait un minimum de contenu véridique, les réseaux sociaux n'étant pas coupés au Mali, c'était aux Maliens de montrer voilà ce que nous sommes en train de vivre. Là, c'était déjà important. Mais de grandes rédactions, entre guillemets, composées des gens profondément professionnels, entre guillemets. Honnêtement, nous avons pensé que l'information est générée par l'intelligence artificielle. Il a fallu que moi j'aille allumer ma télé pour voir réellement si ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux émane de ces rédactions-là. Bon. Mais quand j'ai compris que volontairement, il y a même des erreurs volontaires qui sont commises. Quand on dit que Bamako, Paris, c'est 3 heures, mais quand on n'a rien à dire, on s'était. Alors, tout cela avait une signification, avait un objectif bien déterminé. Il s'agissait de préparer les opinions occidentales, à se dire que non loin de nous se prépare quelque chose, il faut intervenir. Si on n'intervient pas, et surtout ils étaient intervenus en 2012, si on n'intervient pas, nos intérêts sont menacés parce qu'ils ont beaucoup d'intérêts en Afrique de l'Ouest, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Si on n'intervient pas, nos intérêts sont menacés. Et en même temps, ils avaient fait exprès de biaiser l'appel qu'ils avaient lancé à leurs ressortissants, en leur demandant de quitter dès que possible. Le dès que possible signifierait que les gens n'ont pas eu la possibilité de quitter.
alors il faut intervenir. Et Dieu seul sait ce qui s'est tramé derrière cette façon d'intervenir. On a compris quand même qu'il y a eu de faux rapports, les gens ont mal compris et ils ont pensé que le Mali est un pays dans lequel on peut intervenir et agresser ce pays. Et là où je ne serais pas d'accord aussi, en disant que ça peut être une erreur professionnelle, on a développé des narratifs. J'ai regardé beaucoup de chaînes pendant la semaine en question, quelques jours avant les événements. On a développé un narratif qui consisterait à montrer que le JINIM est fréquentable et qu'il y a une vaste alliance en formation, en puissance, et cette alliance regrouperait des opposants politiques à l'intérieur et à l'extérieur, des hommes des médias, des religieux fréquentables, et qui devaient se mettre ensemble pour faire tomber le régime et exercer le pouvoir. J'ai vu des cas, et c'est ce jour-là que j'ai eu un peu peur, et j'ai été très choqué, en voyant des compatriotes justifier les actions des terroristes, en disant que hier, les drapeaux étaient noirs, aujourd'hui, le drapeau n'est plus noir. Hier, après les attaques, on disait Allah Akbar, aujourd'hui, on ne dit plus Allah Akbar, on prononce autre chose. Mais malheureusement, ces compatriotes à un niveau très limité, il faut les reconnaître, manipulés dans leur narratif, oublient qu'ils sont en train même d'ethniciser le problème. Donc cela va au-delà du simple narratif, au-delà du fait de légitimer la communication. En fait. Et là, nous nous sommes dit que nous sommes des défenseurs des libertés et surtout de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. Après plus de 3 décennies d'intervention dans un secteur, on ne peut que défendre la liberté. Mais étant assis, si on regarde un spectateur pour voir des gens incultes se mettre en rapport avec l'étranger pour faire disparaître notre pays, nous allons porter cette lourde responsabilité. Parce que nous n'avons qu'une et une seule patrie, le Mali. C'est là que nous avons nos familles, c'est ici que nous avons nos enfants, c'est ici que nous avons nos réalisations. Donc on ne peut pas se permettre de croiser les bras et regarder cela. Cela va au-delà des questions de liberté d'expression, de liberté de la presse. C'est une question existentielle. Parce qu'on a déjà quitté la notion d'information, on est maintenant dans la notion de communication. Et dans ces conditions, le mensonge ne peut pas combattre le mensonge. C'est la vérité qui combat le mensonge. Et là, en ce moment, que chacun s'assume. Alors, nous allons y revenir à cette notion de responsabilité, mais bien avant, vous l'avez dit dans plusieurs de vos interventions, le journaliste ne dulcore pas les faits. Dans ce cas précis, pouvons-nous dire qu'il s'agit d'une communication, d'autant plus que quelque part, il y a des invités qui ont été mis sur ces plateaux pour, le président l'a dit, légitimer certaines actions? Bien sûr, moi, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, quand cette agence de presse donne une information, l'agence peut être téléguidée par des services de renseignement. Vous voyez, c'est fait à dessein. Donc, on donne les mêmes éléments de langage et une fois que l'agence donne, les rédactions s'en accaparent et ces rédactions reçoivent également des consignes en tant que telles, sinon des mots-clés qu'ils pourront utiliser. Et c'est comme ça que ça part en vrille. Et souvenez-vous un peu, en novembre également, au mois de novembre 2021, le même scénario s'est à peu près déroulé en Éthiopie, quand il y a eu la guerre avec les rebelles du Tigré. Et on a balancé des informations pour dire Addis Abeba prête à tomber. Et on disait qu'à un moment, les rebelles sont à 170 km de Addis, et après on dit 80 km de Addis. Et vous avez vu, à l'époque, le premier ministre éthiopien a porté lui-même la tenue militaire, a sonné la mobilisation générale, il est allé au front, et pendant qu'il disait que bon, les rebelles sont à 80 km de la capitale, toutes les grandes ambassades occidentales ont demandé à leurs ressortissants de quitter la capitale éthiopienne. Et même certaines ambassades africaines ont fait évacuer une partie de leur personnel. Mais finalement, Addis Abeba n'est jamais tombé. Le gouvernement a renversé la situation. Donc, c'est un peu la même stratégie qui est utilisée. Et comme le disait Bandjougou, l'objectif c'était quoi? C'est de faire peur et de pouvoir justifier probablement une intervention au Mali, dire que bon, il faut intervenir, sinon c'est fini. Et s'il y avait intervention, ils n'allaient même pas attendre la demande du Mali, ils allaient intervenir sans la demande du Mali. Et c'était ça le danger. Et le rôle de nous journalistes, c'est quoi?
Dans un pays normal, on informe. Le journaliste, son rôle, c'est l'information, pas la déformation de l'information. Mais quand on est en situation de conflit, le journaliste, il doit informer, oui, mais il doit faire de telle sorte que l'intégrité territoriale ne puisse pas être mise en cause. D'accord. Quand il découvre également qu'une information, il y a des doutes par rapport à une information, c'est son rôle de dénoncer, parce que là, un journaliste, il devient quelque part un fact-checker également. C'est à lui de voir si une information est fondée ou non. Et une information, c'est facile à vérifier aujourd'hui. Parce que d'où vient la source, quelle est la source de l'information, pourquoi elle est diffusée et quel est l'objectif visé. Si on arrive à répondre à ces 3 questions, on peut se situer automatiquement. Le narratif, il paraît bien ficelé, bien important, mais surtout, ce qui tique, c'est que ces rédactions, le président l'a dit, ont utilisé les mêmes notions en boucle, mais ce qui n'est pas compris pour beaucoup, c'est comment est-ce que nos journalistes, à nous, reprennent ces mêmes notions pour essayer de déconstruire cette désinformation. Bon, le problème, il y a une question de réflexe et de responsabilité ici. Je l'ai toujours dit, dans les différents modules de formation que j'anime, je dis toujours aux jeunes journalistes, faites attention. Il n'est pas dit que vous recevez une dépêche, une information, que vous êtes obligé de reprendre l'information de la même manière. Il faut faire un travail de réécriture. Il faut réécrire ce qu'on vous donne comme information. Quand on vous envoie une dépêche, mais cherchez à savoir, cette dépêche, elle parle de quoi? Est-ce qu'il y a des superlatifs dedans qui m'est généré ou pas, ou bien si ces superlatifs n'apportent rien à l'information, pourquoi les utiliser? Quand on va dire le dictateur, l'homme fort, ceci, cela, mais est-ce qu'on a besoin de répéter cela? Non. On n'est pas des perroquets répétiteurs. C'est à nous de faire preuve de lucidité et de pouvoir traiter l'information suivant les besoins d'abord de notre public, de notre auditoire, et suivant les réalités de notre pays en tant que tel. C'est-à-dire, on ne déforme pas l'info, mais on essaye de départir l'information de tout ce qui peut l'encombrer en tant que tel. Donc, quand on reçoit une information et qu'on reproduit cette information telle qu'elle, moi, je pense que quelque part, c'est plus qu'une paresse intellectuelle, c'est une faute professionnelle. Faute professionnelle pour M. Sanouko. Est-ce que vous partagez le même réflexe quant au fait que les journalistes reprennent systématiquement, parce que durant ce laps de temps, ce sont les mêmes mots qui revenaient. Bamako est presque tombé, le djinnim aux portes de Bamako, la ville paralysée, la crise à son paroxysme. Et Astan, vraiment, je te remercie. Et reconnaissons les faits. C'est vrai que dans nos rédactions, il y a beaucoup à faire en matière de formation, en matière de renforcement des capacités. Mais pour ce cas précis, la reprise du narratif occidental n'a pas été systématique comme auparavant. Il y a eu une prise de conscience généralisée au niveau des rédactions conventionnelles et même au niveau des réseaux sociaux. Nous avions constaté que dans un passé récent, les mots étaient valorisés en fonction de leur usage par certains journalistes. Mais dans la crise actuelle, les gens n'ont pas repris systématiquement ce qui a été dit. Les gens ont plutôt essayé d'apporter une réaction à ce qui a été dit parce que les gens étaient étonnés. Les gens étaient étonnés et se demandaient si le Bamako dont on parle, c'est le Bamako dans lequel ils sont en train de vivre. Les gens se sont interrogés. Personnellement, j'ai eu des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il m'arrive souvent de prendre une retraite de 3 jours, 4 jours, sans sortir de la maison. Ça a coïncidé avec un moment où j'avais volontairement décidé de faire 3 jours à la maison. Et pendant ces 3 jours-là, Dieu est témoin, je n'avais même pas mis pied dans la cour de la maison. Je suis resté retranché dans ma chambre. Pendant 3 jours, il m'arrive de le faire. Mais c'est à cause de cette crise-là que je suis sorti pour voir réellement si le Mali ne s'était pas renversé à mon insu. Je vous assure, parce que le narratif narratif qui était là. Le narratif qui était là. J'ai accès à l'information, j'ai accès à la connexion, j'ai regardé les différentes chaînes, ce qui s'est passé en boucle. Et quand j'appelle souvent certaines personnes pour leur demander
finalement, nous-mêmes, on ne comprend même pas ce qu'il y a. Mais je dis, mais autour de nous, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que ça a coïncidé avec un moment où il y avait le blocus là, et il y avait eu une sortie des porte-parole des groupes terroristes qui étaient venus parler effectivement des succès des opérations qu'ils étaient en train de mener. Donc tout cela a fait qu'il y avait une psychose qui s'était installée. Mais finalement, nous sommes revenus à la conclusion que les médias français impliqués dans cette opération sont des médias libres, mais ils ne sont pas indépendants. Libres dans les expressions qu'ils utilisent pour appuyer l'objectif recherché, mais dépendants d'un pouvoir politique qui leur donne des orientations. Dans ce cas, on peut parler d'une communication ciblée? Bien évidemment, c'était une communication ciblée, coordonnée surtout. Monsieur Sanogo, les réponses toujours servies par les hommes de médias face à ce matraquage médiatique, que faut-il faire? Parce que là, nous quittons carrément le cadre du domaine du journalisme proprement dit. Nous rentrons dans le cadre de la communication. Bon, moi je dirais on peut même rester dans le domaine du journalisme. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand il y a ce genre de campagne, moi je vais dire que c'est de la désinformation pure et dure. On parle de fake news, on parle beaucoup de fake news, mais c'est que les gens ignorent. Fake, quand on prend le terme même dans son sens étymologique, fake en anglais, ça ne veut pas dire false. Faux, c'est false. Mais fake, non. Quand on parle de fake news, c'est-à-dire c'est de la pure désinformation. C'est intentionnel, c'est fait pour nuire et c'est fait pour porter atteinte à quelque chose. Et en la matière, moi je ne dirais pas que c'était une campagne de communication, mais je dirais que c'était une campagne de désinformation dans un but bien déterminé. Donc en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, journalistes, avant même les responsables politiques ou économiques, mais nous, en tant que journalistes, on a été formés. On a été formés dans les mêmes écoles que nos confrères d'ailleurs. Mais c'est à nous de décortiquer comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est vrai, décortiquer le vrai du faux et expliquer cela aux populations parce qu'ils se disent que nous sommes dans un pays à majorité analphabète. Certes, oui, mais on est dans un pays fortement informé. Parce que vous savez, par exemple, dans un pays comme le Mali, la radio demeure le média le plus écouté. Malgré la puissance maintenant des réseaux sociaux, il y a à peu près 48% de la population qui écoute la radio. Donc si on arrive, nous journalistes, à faire ce travail de décryptage, à expliquer ce qui se passe, à tirer le vrai du faux, les populations pourront se faire elles-mêmes leurs propres opinions. On n'a pas besoin de les conditionner. Il nous faut juste pouvoir faire notre travail de décryptage, de décortiquer et de faire un travail de fact-checking. Cela est très important. Donc pour moi, c'était plus une campagne de désinformation à but bien précis. Des informations à but bien précis, M. Sanogo vient juste de le dire. M. Dante, est-ce que quelque part, utiliser ces médias, parce qu'on le sait, on le voit, ce sont des médias qui ont plus d'audimat que nous ici au Mali. Parlons de cette crise spécifique. Qu'est-ce qu'il faut réellement faire de la part des hommes de médias, acteurs de médias, pour déconstruire quelque part ce narratif, la psychose qui a voulu être installée dans l'esprit, dans le subconscient des Maliens? Bon, ça, je ne suis pas dans une logique de nier l'évidence. Hein. Ces médias, c'est des médias aux moyens impressionnants. Mais depuis un certain temps, la notion de grands médias est à relativiser. C'est à relativiser parce que la parole est devenue tellement libre, les moyens de communication sont devenus tellement accessibles que, sans avoir des chiffres exacts, combien de Maliens suivent ces chaînes à partir des bouquets? Non, on les regarde à partir des réseaux sociaux. Et là où ils sont diffusés, c'est là où on apporte la réponse à ce qui se passe. Je suis totalement d'accord avec le grand frère Salif. C'est une campagne de désinformation. Maintenant, une fois que la campagne de désinformation est organisée, planifiée et mise en œuvre, ça cesse d'être information et ça tombe dans le domaine communicationnel. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Je l'ai dit et je le dirai encore. On ne combat pas le mensonge par le mensonge. C'est la vérité qui combat le mensonge. Et la vérité combat le mensonge par le recoupement des faits, la vérification de l'information et donner la parole aux acteurs. Une fois ces différents paramètres
réglée, on peut en ce moment procéder au traitement et à la diffusion de son information. Si on dit que Bamako est encerclé, aux alentours de Bamako, quelles sont les localités qui existent? Vous, à partir de votre studio, vous avez la possibilité de toucher les quartiers alentours de Bamako. Et si Bamako même est encerclé dans un rayon de 10-15 km, tu sais à 10-15 km de Bamako, quelles sont les localités qui existent? Avec les téléphones qui existent, les réseaux qui existent. Vous n'avez trouvé personne qui, à partir d'un petit téléphone sur son toit, montre des hommes armés encercler Bamako à partir des collines là pour faire haro sur la ville. On n'a pas vu ça. Donc honnêtement, on a voulu créer la psychose, la peur, et on a pensé que cela pouvait aussi susciter des appétits ou permettre à des opposés de l'intérieur de se manifester. Mais l'objectif, c'était de créer un chaos qui se terminerait certainement dans un bain de sang. Imaginez, partout où il y a eu des carnages, tout s'est passé en quelques heures. L'être humain est capable de barbarie et de sauvagerie. Des trucs accumulés pendant longtemps, des règlements de comptes, des situations qui sont là, mal gérées ou sans fondement, dans un pays où tout le monde peut se procurer d'une arme, qu'elle soit létale ou blanche, et dans un pays où la crise a fait que la pauvreté a atteint un niveau extraordinairement élevé, où l'on peut justifier sa pauvreté par l'aisance relative de l'autre, il faut faire attention. Et l'information était utilisée pour créer d'abord le doute entre gouvernants et gouvernés, et pour créer effectivement la méfiance entre les Maliens qui pourraient s'entretuer. Imaginez aujourd'hui tous ces débats auxquels nous assistons sur les réseaux sociaux. Des questions qui hier n'étaient pas abordées, mais deviennent aujourd'hui des problématiques. Les tendances religieuses, les conceptions. Et finalement, les gens deviennent de plus en plus intolérants. Dans un pays où ces gens ont vécu ensemble pendant plusieurs années et les gens ont coexisté ensemble. Chrétiens et musulmans fêtent ensemble. Noël et Tabaski sont célébrés par les mêmes communautés. Et celui-là qui fait ses pratiques ancestrales a son jeune frère imam. Chacun fait sa pratique religieuse, ça n'a jamais dérangé personne. Mais aujourd'hui, ces questions sont devenues des questions de société, les réseaux sociaux aidant, et les gens se déclarent même la guerre à mort. Donc si on profite de tous ces aspects-là qui sont entretenus, méfiance entre les gens d'une même religion, naissance et incompréhension entre les gens de religions différentes, et bras de fer entre soutien et opposé à la transition. Mais entre tout ça, il y a un pays qui a existé, qui a besoin d'exister et qui doit exister. C'est le Mali. Donc on veut déchirer ce peuple-là de l'intérieur et maintenant on vient après pour dire qu'il y a un génocide, il y a ceci, il y a cela, il faut intervenir. Et finalement on ne se retrouve pas. Le danger, il est quoi? On a vu d'illustres inconnus, des gens que personne ne connaît dans l'histoire politique et sociale du Mali des 40 dernières années. Ils n'ont même pas d'attache ici. Ces gens, se réclamant maliens, résidant en France, commencent déjà à se mêler de nos affaires intérieures. On se demande si certains parmi eux ont un passeport malien. Et pourtant, ils se revendiquent maliens. Tous ceux-ci sont en train de profiter d'une situation de connivence avec l'extérieur pour déstabiliser un pays qui n'en a vraiment pas besoin. Donc nous devons faire énormément attention. On ne peut pas rester dans sa peau de journaliste indépendant, impartial, cultivé, raffiné, méthodique. Tout ça c'est vrai, c'est normal, c'est des valeurs à défendre. Mais quand on voit que, au nom du respect de ces valeurs-là, on veut mettre à genoux un pays,
faisons attention. Nous sommes dans une guerre informationnelle et communicationnelle. Ce sont les mots dits par notre ministère de tutelle, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Mais dans les propos de M. Danté, nous voyons que nous allons au-delà de cette guerre informationnelle et communicationnelle. Quelque part, est-ce que nous rentrons dans une guerre idéologique aussi? Oui, ça fait partie, l'idéologie fait partie de la guerre communicationnelle, justement. Si je prends un exemple concret, il y a France 2 qui avait consacré dans son journal une page spéciale consacrée au Mali, et il y a eu 3 reportages distincts dessus. Dans un reportage, on parlait de la situation actuelle du Mali. Et c'est un reportage qui dure à peu près 4 minutes 3 secondes. J'ai essayé de décortiquer ce reportage. Sur les 4 minutes 3 secondes, il y a à peu près 1 minute 28 secondes d'images de propagande des groupes terroristes. Or, la loi en France a été révisée, l'apologie au terrorisme est fortement condamnée et il est interdit d'utiliser des images de propagande parce que, en reprenant les images de propagande des groupes terroristes, on leur fait du crédit. On leur accorde une certaine importance et on a vu 1 minute 28 secondes dans un reportage de 4 minutes d'images de groupes terroristes. Et si ça, ce n'est pas de l'apologie au terrorisme, qu'est-ce que c'est? On a fait les mêmes écoles de journalisme. J'ai des confrères qui travaillent avec qui j'ai fait mes études à l'école de journalisme de Lille, qui travaillent pourtant dans ces médias. On a appris à l'école que ça ne se fait pas, les images de propagande. Mais dans ce cas, on veut même dépasser le stade maintenant de la guerre informationnelle pour entrer dans une sorte de guerre cognitive, prendre possession de notre cerveau, nous conditionner et nous pousser à faire ce qu'on veut que les autres veulent qu'on fasse. Et c'est ce qui est dangereux. Parce qu'au niveau de la cognition, ça devient très dangereux. Quand tu conditionnes quelqu'un en lui faisant peur, en lui montrant la hantise et tout le reste, et la personne va avoir des actions désordonnées. C'est clair et net. C'est conditionné à ce pourquoi vous voulez le faire actionner. Exactement. Ça devient quelqu'un comme un robot qui va exécuter ce qu'on veut qu'il fasse. Et c'est ce qui est dangereux. Donc ça veut dire que c'est très vicieux ce qui se passe, parce que c'est vrai qu'il y a la guerre classique sur le terrain, mais la guerre informationnelle est encore plus vicieuse et plus pernicieuse que la guerre classique même sur le terrain. On conditionne, et vous savez, c'est des techniques qui ont été développées depuis des années. C'est des techniques développées depuis des années. Souvenez-vous quand il y a eu la première guerre du Golfe. Pour que cette guerre du Golfe puisse avoir lieu, quel était le prétexte trouvé? C'est que Saddam avait des armes à destruction massive. Et c'était ça, alors qu'il n'y avait aucune preuve, on a fabriqué des preuves. Mais quand les journalistes sont allés sur le terrain, c'est à partir de là que le mot journalisme embarqué est né. Embedded journalist. C'est-à-dire, on a fait un pool de journalistes qui était surtout centré autour des éléments de CNN, et c'est là que CNN a été connu à travers le monde aussi. Et c'est ce pool seulement qui venait avec les militaires sur le terrain, on leur donnait des images, ils donnaient, et nous autres, on reprenait. Et c'est-à-dire, ils ne faisaient que ce que les militaires leur demandaient de faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour justifier, on a même dit que Saddam a fait sauter des puits de pétrole au Koweït et que ça a fait des milliers d'oiseaux et d'espèces rares qui sont morts. Mais des années après la guerre du Golfe, quand les spécialistes ont repris ces mêmes images, qu'est-ce qu'on a découvert? Ces images de marée noire, ce n'était pas du tout dans le Golfe Persique. C'est arrivé au Groenland. Et les oiseaux qui étaient morts dedans, c'est des oiseaux qui ne peuvent pas vivre dans ces zones chaudes-là. Mais comme on était dans le feu de l'action, les gens n'ont pas fait attention. Et il y avait un fameux capitaine Hakim qui venait sur CNN et on disait que c'était un déserteur de l'armée irakienne et qui arrivait à donner des secrets sur l'armée irakienne. Mais en réalité, le capitaine Hakim, c'était un agent de la CIA. C'était un agent de la CIA qui jouait ce rôle. Donc c'est pour dire que la désinformation ne date pas d'aujourd'hui et que c'est un moyen très vicieux. C'est pour vraiment faire adhérer les gens à une cause qui n'est pas réelle ou bien les pousser à faire quelque chose qu'on souhaite qu'ils fassent. Nous en venons à la véracité de l'information qui se pose aujourd'hui avec acuité. On est dans une ère où l'information, quand on la voit, quand on est confronté à l'information, il faut faire très attention. Pour les internautes, comment faire la part des choses? Parce qu'ils sont là, ce sont les consommateurs, mais ceux-là qui diffusent le font à dessein. C'est clair, il faut que les acteurs des réseaux sociaux, les jeunes qui vont sur les réseaux sociaux, soient très très vigilants parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène chez nous qui existe, les gens qui aiment faire le buzz, quand une certaine information est balance, ils disent « Ah, partagez, partagez, partagez ». Moi, dès que je vois ça, je zappe parce que je ne veux pas être conditionné. Si je dois partager une information, c'est à moi de le vouloir et de le faire de moi-même, mais je ne dois pas être conditionné. Mais tout ce que les gens reçoivent par jour, là, comme on le dit, c'est des centaines de milliers d'informations qui tombent.
Et je vous l'ai dit la dernière fois, selon les spécialistes qui ont mené une enquête, il y a chaque jour 1,5 milliard de fausses informations qui circulent à travers le monde. Donc, quelqu'un qui n'est pas averti, qui va être face à ces infos, mais il va tomber dans le piège. Et le plus grave, on a parlé des fake news, mais au-delà des fake news aujourd'hui, on est avec les deepfakes, avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Et les deepfakes, c'est terrible. On peut vous prendre, vous, instant, vous reproduire, vous faire dire ce que vous n'avez jamais dit, et les lèvres vont coïncider avec, et les gens vont penser que c'est la vérité. Et en ce moment, il faut que les internautes qui vont sur ces réseaux soient sûrs d'une chose, vérifier d'abord l'info. Cette information, ça vient d'où? Qui a publié cette information? Dans quel but cette information a été publiée? Et si on a des doutes, on a des réseaux nous-mêmes au Mali qui peuvent nous permettre. Par exemple, la fondation Touindi a le vérificateur Ouya. Tu vas sur Ouya, tu postes une info et Ouya va te dire si c'est vrai. Il y a Bembere Vérif qui est là. Et il y a Appel Vérif aussi qui est là, de Appel Mali. Donc, on a des outils qui sont avec nous. Il va falloir qu'on fasse la promotion pour que les uns et les autres puissent le savoir. Et d'ailleurs, même en dehors de ça, sur Internet, il y a des outils de l'intelligence artificielle maintenant qui nous permettent de vérifier si une information est réelle ou pas. Quand on va sur tinyeye.com, quand on va sur d'autres réseaux, on peut le voir automatiquement, même si quelqu'un fait une fausse rédaction d'un article, ça peut vous dire il y a tel pourcentage de l'article là, voilà, qui a été généré par l'intelligence artificielle et tel pourcentage par l'humain. Donc on a des outils à notre disposition, mais le vrai problème c'est de faire la vulgarisation de ces outils et que nos populations puissent les utiliser. Et il serait bon également que nos jeunes informaticiens et nos jeunes experts en sécurité informatique puissent développer ces outils également avec nos langues nationales et de façon vocale, parce que là ça sera beaucoup plus pratique. Monsieur Danté, toujours parlant de cette question de véracité de l'information, vous êtes président de la fêtière mère des acteurs de médias, maison de la presse. Comment faire en sorte que ces actions portées par Bembere Vérif, Appel Vérif et aussi la Fondation Touindi puissent profiter aux internautes? Parce qu'aujourd'hui, la guerre aussi informationnelle, communicationnelle et même idéologique se joue sur les réseaux sociaux. En réalité, nous sommes dans un pays très ouvert. Et cette ouverture devient anarchique. Le Mali est encore l'un des rares, sinon le seul pays au monde où la presse en ligne, qu'on peut appeler presse électronique, n'est toujours pas réglementée. Nous l'avons dit, nous l'avons redit. Aujourd'hui, posséder un téléphone est devenu un métier. On ne peut pas considérer la possession d'un téléphone comme étant un métier. Il faut respecter les influenceurs. Il faut respecter ceux qui font la production de contenu, qui cherchent, qui participent au débat public. C'est l'occasion de saluer tous ces jeunes qu'on appelle vidéomans ou influenceurs qui ont réussi à apporter une réponse proportionnelle à cette désinformation. Parfois, en faisant la comparaison, en faisant un travail plus ou moins de traitement de l'information, en faisant la comparaison entre ce que les médias occidentaux sont en train de dire en son et en image, en comparaison avec la réalité actuelle. Ou, tout bonnement et tout simplement, en donnant la parole à des acteurs de la société civile, à des intellectuels, à des professionnels des médias, pour qu'ils viennent profiter de l'audience dont ces gens ont sur les réseaux sociaux pour pouvoir toucher le maximum de gens à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Mais ces outils techniques qui sont développés, dont la promotion doit être assurée, il faut que nous arrivions à définir les genres, à définir les rôles et les responsabilités de tout un chacun, en donnant un sens et une substance à la notion de professionnel de l'information. Le journaliste est dans son travail. C'est son métier. Celui qui veut vivre maintenant de la diffusion de cette information parce que les nouvelles opportunités s'offrent à tout le monde, mais qui est des principes généraux de droit, des lois et règles qui encadrent la pratique de ce travail extrêmement sensible. Tout le monde doit profiter des bienfaits de la révolution numérique
par l'utilisation de toutes les plateformes que nous connaissons. WhatsApp, Twitter, Telegram, et tout le monde a le droit de les utiliser. Mais une fois que les gens arrivent à toucher un plus grand nombre de personnes pour diffuser des sujets d'intérêt public, il faut qu'il y ait un encadrement. Malheureusement, dans la conception des pouvoirs publics, on pense que cet encadrement peut se faire par le seul pôle chargé de la lutte contre la cybercriminalité. Donc cela va au-delà du... Justement, si le pôle doit continuer à faire son travail, chaque Malien se présenterait au pôle au moins une fois par mois. Nous sommes 22 millions, il y a au moins 10 ou 12 millions qui ont un téléphone. Si le pôle doit faire son travail, conformément à l'esprit de ces textes, tous les Maliens passeront là-bas. Nous n'allons pas ouvrir cette fenêtre, mais peut-être dans un autre débat. La dernière question que je souhaiterais vous poser, votre dernière réaction, et je souhaiterais vraiment que vous ayez un regard, un commentaire sur nos autorités, parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'hommes de médias, c'est parce que l'information à l'interne ne circule pas assez. Une dernière réaction par rapport à ce point avant qu'on ne boucle. Vous me demandez de faire un commentaire sur nos autorités. Moi, je ferai un commentaire sur la situation que nous connaissons au niveau de la presse. Et je préfère le commentaire sur la situation plutôt que le commentaire... Bien sûr, allez-y, oui. Le commentaire que je peux faire, c'est ce que j'ai dit hier et ce que je vais continuer à dire. Il est important que le secteur des médias soit assaini. Et les professionnels des médias du secteur ont la responsabilité d'organiser leur secteur, mais c'est l'État qui a le pouvoir régalien de prendre les lois, les textes qui s'appliquent à ce domaine-là. Il est important que nous comprenions cela. On a beau faire, avoir des organisations professionnelles efficaces, des organisations professionnelles solides. Ces organisations professionnelles sont dans un pays et sont soumises aux lois de ce pays-là. Il faut que nous comprenions également que le monde dans lequel nous sommes, étouffer l'information consiste à développer davantage les expressions plurielles. Les gens s'exprimeront. Qu'on le veut ou pas, les gens vont s'exprimer. Mieux vaut trouver les voies et moyens par lesquels on trouve les canaux permettant d'avoir une population bien éduquée qui s'exprime correctement. J'ai vu ce matin, avant de sortir, des images où une présidente de la Tanzanie, je crois, ou bien de qui n'est pas d'accord à ce que des jeunes qui imitent ces gestes, ils veulent les mettre en prison. Je dis, mais en cherchant à mettre une ou deux, non seulement tu vas fabriquer des vedettes, mais tu vas encourager d'autres aussi à reproduire la même chose. Tu ne vas pas mettre tout un pays en prison. Donc, il faut créer vraiment les cadres favorables aux expressions plurielles. Cela est extrêmement important. Mais je l'ai dit, il faut élaborer des textes en créant un cadre juridique approprié qui permet le libre exercice du travail des professionnels de l'information, d'une part, et d'autre part, permettre aux citoyens de s'exprimer dans le cadre des lois définies et que ce ne soient pas des lois que l'on peut considérer comme étant des lois rétrogrades ou des lois de représailles. Dans cet environnement qui sera certainement créé, les médias qui vont se mettre au service du racisme, du terrorisme, de l'appel au meurtre, à la violence, cesse d'être média et doit être anéanti. Merci, M. Dante. Monsieur Sanogo, nous arrivons, je l'ai dit tantôt, au terme de cette émission axée sur la cabale médiatique dont le Mali fait l'objet. Pour vous, que faut-il concrètement, surtout que pour beaucoup, on est en train de taire les voix dissidentes? Est-ce que quelque part, information, communication, comment trouver le juste milieu et comment nos autorités peuvent faire en sorte qu'on puisse déconstruire avec leur appui ce narratif? Comme Bandjougou l'a dit, il faut assainir le milieu des médias, c'est très important. Et souvent aussi, souvent les gens brandissent un fait comme si journalistes et communicants sont des individus opposés.
En réalité, les grands spécialistes même disent que nous sommes des partenaires rivaux. Rivalité parce que chacun est dans son domaine, mais en réalité, on est des partenaires. Les journalistes vont avec les communicants vont avec les journalistes. Donc, c'est deux activités qui peuvent être complémentaires et non concurrentielles en tant que telles. Mais il faut l'assainissement, cela est important, et il faut une campagne également de sensibilisation, même une campagne d'éducation de la population, surtout la population jeune, parce que les jeunes représentent plus de 65% de la population. Donc, il faut les sensibiliser sur les dangers des réseaux sociaux, sur l'enjeu même de l'information aujourd'hui, en plein 21e siècle. C'est quoi l'info? Parce que vous savez, aujourd'hui, le taux de pénétration de la téléphonie mobile au Mali, on dépasse les 88%. On dépasse les 88% au Mali. Et pratiquement, les jeunes, les 97% des jeunes qui vont sur la toile aujourd'hui le font à partir de leur téléphone portable. Donc, c'est le mobile qui est le plus utilisé. Donc, leur dire, faites attention à telle et telle pratique. Mais ce qui serait bien également, il va falloir qu'on sorte quelque part de la réaction. Parce que je constate souvent qu'on est plus dans la réaction que dans l'action. Il faut qu'on soit proactif. Par exemple, un exemple concret. Si aujourd'hui, à défaut d'avoir des porte-paroles dans certaines de nos ambassades, mais on a des chargés de communication dans certaines ambassades, et on a des ambassadeurs partout. Mais pourquoi, par exemple, ne pas, au niveau des affaires étrangères, donner souvent des éléments de langage chaque semaine en cas de situation de ce genre pour que nos ambassades aussi puissent réagir? Parce que c'est clair, en matière d'information, quand un média donne une information concernant un pays ou bien un individu, quand tu n'es pas d'accord, il y a ce qu'on appelle le sacro-saint principe du droit de réponse. Et le droit de réponse, le média est obligé, c'est une obligation, sinon on peut intenter un procès. Si déjà, au niveau de Paris, on a un porte-parole, ou bien on a en tout cas l'ambassadeur qui est là, ou bien un chargé d'affaires, mais il va écrire à ces médias, bon, vous avez dit ça hier, par rapport au Mali, nous souhaitons apporter notre droit de réponse, ils sont obligés de le faire. Donc maintenant, qu'on sorte de la réaction et qu'on s'inscrive dans l'action pour être plus proactif. Merci, monsieur. Sur ce plateau, nous avions le président de la Maison de la Presse, monsieur Bandjoukou Danté. Merci, monsieur Danté. En face de lui, nous avons le journaliste, homme de médias aguerri, comme j'aime bien l'appeler ainsi, monsieur Salif Sanogo. Merci à l'équipe technique qui a permis la réalisation de cette belle émission. Aujourd'hui, nous parlions du matraquage médiatique. Pour certains, le harcèlement médiatique dont le Mali a fait l'objet. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. À très bientôt sur Advest TV, la télé qui a une longueur d'avance. C'est de la qualité. Nyongote nyongomanda andilula. C'est le numéro 1. Sokononala abe mana mana halikene malala abe mana mana ke ukasi manko c'est recommandé ukasi manko c'est de la qualité. Andi baratelima chenyuma songo tamate media andi baratelima telima wadaka ditro sojo na la fiera pentiri ke la fiera ibe nana ni hera Mali on se verra. Andu intérieur, indox, andu extérieur, exdox, songo tamate media do. Anisi mankol, abara no kanyine, abeja teliala, abika so nuguya, songo tamate media. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi, sogo no tani kene mata, abara no kanyi, ibi